Ok, donc je suis naturopathe. D'accord. Naturopathe, je précise Île-de-Gardienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sainte-Hildegarde de Bingen. Sainte-Hildegarde, à la base, en fait, c'est une abbesse du Moyen-Âge qui nous a transmis la musique, qu'on n'écoute pas tous les jours. Hein. Des écrits aussi, sur les plantes, l'usage, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai choisi la naturopathie spécialisée dans Île-de-Garde parce que j'adore travailler la phyto. Et je voulais pas tomber dans ce côté complément alimentaire qu'on donne beaucoup en naturopathie. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très alimentaire. Je rajoute des épices dans l'alimentation, je me fais du vin avec des épices. En général, les hommes, ils m'écoutent à ce moment-là quand je leur dis oui, il y aura peut-être du vin d'absinthe à la clé, sinon ils m'écoutent très peu. Et vraiment, pour moi, c'était un héritage que j'avais à cœur de conserver. En herboristerie, avec Christelle Caron. Christelle Caron, en fait, elle est pharmacienne à la base. C'est une personne qui travaille en endobiogénie à l'herboristerie Saint-Paul de Nîmes. L'endobiogénie, en fait, c'est une pratique, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est une pratique, en fait, où on va venir considérer le système hormonal à chaque fois pour traiter le terrain. Et c'est une médecine intégrative, vraiment très liée à la phytothérapie aussi. Donc moi, mon fil conducteur, c'est de garder ça en tête, d'utiliser vraiment la phyto. Et dans cette pratique-là, l'avantage, c'est que pour moi, j'ai l'impression en tout cas de vraiment atteindre plus la cause du problème qu'en naturopathie. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube sur les huiles essentielles parce que je voulais vraiment parler de l'olfaction et essayer de le propager, de donner envie aux gens en fait de s'y atteler. Et donc, sous forme d'ateliers toute l'année pour aussi pouvoir voir les gens, parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est finalement le contact très humain. Et on a tendance quand même, je trouve, à être beaucoup sur les médias, et c'est vrai que j'aimerais vraiment cultiver plutôt un contact physique. Deux définitions. En 92, Gilles Fournier, il a créé ce qu'il appelle l'olfactothérapie. Pour lui, c'est vraiment une méthode psycho-émotionnelle. Donc on est vraiment directement, il annonce les bases, qui va venir vraiment utiliser l'odeur de l'huile essentielle, sa vibration et le toucher pour pouvoir travailler certaines émotions. Il parle de nœuds du passé qui pourraient nous déranger. Et Christian Escribas, lui, il met plutôt l'accent sur ce qu'il appelle l'approche sensorielle, et on va parler d'olfaction, où lui, il va respirer une huile et il va constater ce qu'elle fait dans le corps. Il y a plusieurs méthodes pour ça, mais j'en parle tout à l'heure. Souvent, on utilise en fait des touches de parfumerie. Vous avez déjà fait avec moi ou pas? Non. On utilise une touche de parfumerie, on respire une huile et on constate ce qu'elle fait. J'ai des gargouillis, je me sens bien, je me sens mal, j'ai un petit peu plus de salive, et en fait, on est témoin du truc. On regarde, on peut prendre des notes, c'est vraiment un boulot d'enquête. Quand on est sur l'olfactothérapie, on vient vraiment se dire « je veux travailler mon émotionnel, je vais vraiment dans ce but-là utiliser l'huile ». Ici, on est vraiment sur une pratique de je suis témoin, je veux compléter ce que je sais de la plante en théorie. Parce qu'en fait, quand on ressent la plante, on ajoute à ce qu'on en sait déjà. C'est vraiment... ça se complète très bien. Le problème de la phyto aujourd'hui, c'est que quand on lit en fait un bouquin, on va trouver plein de propriétés et c'est très dur de se dire pourquoi je vais utiliser celle-ci plutôt qu'une autre. Le fait de ressentir physiquement, ça le complète. Pour moi, c'est un enseignement aussi et une leçon sur le fait qu'on est fait pour vivre en groupe. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on regarde toujours l'olfaction d'où on est, comme dans tout dans la vie. Et que du coup, le fait de le faire à plusieurs, ça va compléter notre propre vision. Et pour moi, si on veut vraiment connaître le végétal, on va être obligé de le faire à plusieurs et de partager. Je pense que là, c'est essentiel. Là, j'ai refait un schéma sur le trajet d'une odeur, mais brièvement. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'une molécule volatile, elle arrive dans les fosses nasales et elle va venir stimuler les cils olfactifs de la tache olfactive. C'est ça qu'on appelle la tache olfactive. Ici, on a des nerfs avec des récepteurs olfactifs, et les nerfs, ils servent vraiment, c'est des ponts. Ils vont permettre en fait de faire passer l'info du corps au cerveau, pour ensuite, en étant stimulé, envoyer un signal au bulbe olfactif. De là, ça part au cortex olfactif primaire, et du cortex olfactif primaire, on part au secondaire, où après on prolonge thalamus, etc. Ce qui est intéressant en fait là-dessus, c'est que déjà on va stimuler plusieurs récepteurs pour avoir une odeur, et qu'on a beaucoup moins de récepteurs que nos amis les chiens. Nous on est à 400, eux ils sont à 220 millions, c'est énorme. J'ai mis cette photo parce que j'associe ça vraiment à une partition de musique. Je trouve ça assez magnifique de voir qu'en fait on va venir stimuler comme appuyer sur des touches et créer vraiment une odeur grâce à ça. Mais ce qui fait que je parle de cette espèce de trajet, c'est qu'en fait on atteint d'abord le cortex olfactif avant d'arriver sur le thalamus. Le thalamus, c'est vraiment la zone de relais, c'est vraiment une zone d'intégration et on atteint avant cette zone la zone qui est très liée à notre mémoire, à nos émotions.
Dans le cortex olfactif primaire, on a l'amygdale. L'amygdale qui appartient à ce cerveau limbique qu'on appelle cerveau émotionnel. Et c'est vraiment une zone qui va concerner notre mémoire, nos émotions, nos sentiments d'intégration. Le fait d'avoir un statut social aussi, c'est vraiment une zone qui va être concernée par le fait d'être motivé, de prendre du plaisir, d'être triste, d'avoir un sentiment de sécurité aussi. Ça veut dire qu'en respirant une huile essentielle, ou une teinture mère, ou des bourgeons, peu importe, parce qu'on peut le faire avec d'autres extraits, on va d'abord passer sur de l'analyse et sur de la mémoire avant de pouvoir, sur de la mémoire et de l'émotionnel avant d'analyser. C'est ça qui est intéressant. On est quand même dans une société où on a tendance à passer beaucoup par le cerveau, et là on va d'abord ressentir et se dire « Ah, j'aime pas, ça me rappelle ça », avant de se mettre à pouvoir réfléchir et analyser l'odeur. Donc c'est plutôt chouette. Pour moi, l'odorat, ça sert vraiment à aller hameçonner pour effectivement aller accéder à nos souvenirs. C'est une vraie Madeleine de Proust. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi je sais que j'ai une grand-mère qui elle portait le Yves Saint Laurent avec le bouchon orange. Vous voyez lequel c'est ou pas? Et en fait, ça m'est arrivé de le ressentir et de me dire j'ai l'impression qu'elle est presque à côté de moi. Et c'est ça que j'aime avec les odeurs, c'est qu'en fait on peut voyager. On a une DeLorean. Victor Hugo, il a donné cette citation qui, je trouve, est magnifique, qui provient d'un de ses ouvrages, où il nous dit que l'odorat, le mystérieux aide-mémoire, venait de faire revivre en lui tout un monde. Et je pense que c'est pour ça qu'on est... En fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un voyage, l'odorat. Et l'olfaction. Là, je vais aller un peu vite parce que sinon, on va manquer de temps, mais on a fait des vrais liens aujourd'hui avec l'absence d'odorat ou le manque, parce que parfois, il est juste amoindri, et la dépression. Dans les deux sens. Soit un manque d'odorat peut engendrer une dépression, mais une dépression aussi peut affecter la perception qu'on a des odeurs. On a vu des gens se plaindre de l'odeur de vanille, de cannelle, qui sont en général plutôt appréciées et admises comme agréables. Et bien là, on n'a plus cette sensation-là. Et il y a un vrai lien, après le Covid, ils ont fait beaucoup plus de recherches qu'avant, mais on a un vrai lien entre la dépression et vraiment ces troubles de l'odorat. Patty Kanak. À la base, elle est née, elle est professeure à l'Institut supérieur de la parfumerie depuis plus de 30 ans, et elle a travaillé en aromathérapie scientifique avec P. Noël et toutes ces personnes qui ont contribué à ce qu'on sait aujourd'hui de l'aroma. Elle a travaillé à Garches avec les personnes qui sortaient justement du coma et qui avaient vraiment des difficultés à retrouver leurs souvenirs. Et aujourd'hui, elle travaille à côté de, j'ai mis Bordeaux, mais c'est plutôt Bergerac, où en fait, elle va venir dans les services neuro, travailler avec des odeurs pour essayer de récupérer les souvenirs et de faire travailler certaines zones. Ce qu'il faut dissocier du travail de Patty, c'est qu'en fait, il y a un travail très lié sur les émotions qu'elle fait en dehors de l'hôpital, où là, vraiment, elle va utiliser les huiles essentielles, elle va faire des synergies pour faire en fait de l'olfactothérapie finalement. Mais à l'hôpital, elle travaille sur des odeurs. Elle va reproduire, grâce à ses capacités, une odeur de goudron, une odeur de caoutchouc, une odeur de colle qu'on a à l'école, ce genre de choses, pour stimuler certaines zones du cerveau. Donc c'est pas exactement le même travail. Soit elle fait vraiment de la thérapie liée à l'émotionnel, soit on est plutôt au service neuro, et là on vient entraîner des zones du cerveau pour essayer en fait de les rendre plus fonctionnelles. Là, je ne vais pas vous faire tout lire, mais c'est une étude qui a été faite sur 43 hommes et femmes qui n'avaient pas de trouble de la mémoire, mais qui étaient âgés en moyenne entre 60 et 85 ans. On leur a diffusé la nuit des odeurs et on s'est rendu compte que ça stimulait, en fait, on a une hausse des performances cognitives, mais ça stimulait toute une zone qui est responsable de la cognition et qui a tendance à vieillir, en fait, avec nous et du coup à perdre de sa fonctionnalité. Ici, juste avec des odeurs diffusées la nuit, on avait un impact direct dessus. Donc ça aussi, ça prouve qu'en fait, on a vraiment... L'odorat, c'est vraiment un moyen d'aller entraîner notre cerveau et ça l'impacte de manière vraiment importante. Luna, est-ce que tu sais ce que c'est que les phéromones ou pas? Non. Les phéromones, en fait, on en diffuse. On en propage, on s'en rend pas compte. Les animaux, certains végétaux, mais en fait, c'est perçu par notre odorat, et plus exactement l'organe voméronasal, qui est 40 fois plus gros chez les chiens que chez nous, soit dit en passant. C'est perçu, et là, ça va impacter directement notre comportement. Ça peut nous rendre en colère, ça peut nous rendre attachés, ça peut nous faire du bien, comme vraiment nous déranger, et on ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire que régulièrement, en fait, on est impacté par ça sans même le percevoir, ce que je trouve assez fascinant. Les chiens lèchent pour pouvoir récupérer ces signaux parce qu'on n'est pas situé cet organe au même endroit chez les chiens que chez nous. Heureusement qu'on n'a pas à lécher tout le monde pour percevoir ça, ce serait vraiment dommage. Là, j'ai remis l'exemple de la vanille.
Au CHU de Strasbourg, en 2004, on a fait des études sur les prématurés, où on diffusait en fait de la vanilline. La vanilline, vous la trouvez pas que dans la vanille, on a dans le bain-joint. Je vous invite à le centrer, ils sont vraiment très bons. Le gaillac, dans le giroflier, une mousse de chêne aussi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait un impact direct sur leur respiration. Parce qu'effectivement, sur l'explication, j'avais plusieurs choses. On parle beaucoup du lait maternel, mais on a aussi parlé de la sécrétion au niveau du mamelon. Donc ça, c'est vraiment à aller... il faut que j'enquête dessus un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, au moment de l'allaitement, ça fait partie des molécules sécrétées. C'est ce qui fait qu'en fait, on va être rassuré par cette vanille assez facilement. Et moi, j'adore utiliser cet absolu quand il y a un vrai besoin de sécurité, d'être rassuré, et des troubles alimentaires. Quand il y a vraiment des compulsions, elle marche très bien. C'est vraiment très rassurant. Moi, je trouve ça vraiment très important. Oui, ce qu'il est important aussi de savoir toujours sur notre odorat, c'est que il est expérimenté avant la naissance par le fœtus et il disparaît en dernier. Ce qui est quand même extraordinaire. On a vu déjà qu'il travaillait la nuit, et là on le reprécise, mais en fait même la nuit il est actif. Il y a même une hausse apparemment de son activité vers 21h. Et du coup il est très lié aussi à notre cerveau, donc c'est vraiment, on se demande pourquoi on l'utilise pas un petit peu plus. Moi je trouve que c'est effectivement un outil très puissant. Et en pratique, parce que c'est ça qui compte finalement, comment on va faire une olfaction? Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi j'ai la méthode un peu, je vais dire, archaïque, pas très classe, où vraiment il faut essayer d'être loin de nos voisins. On met une goutte d'huile essentielle et on place à l'entrée du nez la touche de parfumerie. Il faut se cacher quand on fait ça. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'en fait, on lâche totalement prise, on n'a pas besoin de tenir notre flacon, on n'a rien à tenir. On lâche prise et on prend des notes, on peut prendre des notes de ce qui nous arrive. Moi j'adore prendre des notes. Je trouve que c'est important parce que souvent on a du mal à se mettre dans une posture de méditation. Quand on prend des notes, on voit ça comme un exercice d'enquête et ça rend pas du tout, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite on a des lunettes magnifiques qu'on met comme ça et là on peut mettre des morceaux de coton-tige. Moi j'aime pas trop. C'est pas ce que je préfère mais ça se fait beaucoup. Et il y a des gens qui collent un sparadrap, qui mettent la touche de parfumerie ici, bon chacun trouve son truc, mais le but c'est de faire une séance. On peut commencer par 15 minutes, c'est bien de faire un peu plus et de noter ce qui se passe et de reproduire ça dans le temps. On peut très bien sentir quelque chose la première fois, 4 mois après autre chose, ou 2 semaines après autre chose de la peau, parce que l'état dans lequel on est, il influence beaucoup notre perception. C'est ce qui fait que finalement, on sépare l'olfaction de l'olfactothérapie, mais elles sont toujours liées. On ne peut pas, c'est vraiment selon moi impossible de ne pas toucher au psychologique, même en faisant de l'olfaction, puisqu'en fait on regarde seulement d'où on est. Donc ça c'est important. Le témoignage il est long, je ne vais pas vous le lire en entier, mais je trouvais ça important de le partager. Ça c'est une cliente avec laquelle on a travaillé en olfaction grâce à l'Angélique Racine. C'est une cliente qui avait des soucis pour tomber enceinte. Et pour elle, il y avait vraiment un problème de transgénérationnel et de mémoire. C'était assez clair quand elle nous parlait. Bien évidemment, ça ne se substitue pas au travail médical. Hein. Simplement, après une olfaction, il y a eu des déclics chez elle importants, des phrases, des mantras qui lui sont venus. Et 3 semaines après, elle avait son bébé. Donc effectivement, ça faisait 5 ans en plus qu'elle attendait. Et bien sûr qu'il y a eu d'autres travails de fait en plus de cette olfaction. Mais la conclusion qu'on en avait, c'est que ça avait été clé chez elle pour aller débloquer. Et l'Angélique, c'est une plante qui porte la signature de la mise au monde.